nous allons lancer une table ronde sur la fonction commerciale autour de la thématique que nous avons définie cette année, c'est-à-dire fonction commerciale, moteur de l'ascenseur social. Donc nous avons la chance d'avoir parmi nous trois leaders tout à fait inspirants. Donc j'appelle à venir me rejoindre Alex Froment-Curtil, DG de Verisure France. J'appelle Samir Emili, DG de Hertz France. Et j'appelle Cédric Coutat, HP de France. Juste peut-être chacun vous présenter et puis présenter votre structure. Alex, on a échangé ensemble, donc Alex, DG de Verisure. Tu viens de l'univers commercial, tu as fait toute ta carrière dans la vente et dans le commerce. Tu nous parles en quelques mots de Verisure, parce qu'en ce moment, on voit toutes les pubs de la fameuse serrure connectée, incollable. Mais tu peux nous en dire un peu plus? Oui, bien sûr. Donc, Verisure, c'est le leader français de l'alarme télésurveillée. Tout simplement, notre mission, c'est de protéger un maximum de foyers français, à la fois des risques d'intrusion, mais aussi d'incendie et d'accidents domestiques. Et dans le cadre de notre discussion ce soir, Verisure, c'est 4000 collaborateurs en France, dont 2000 experts sécurité. Ce sont des technico-commerciaux qui sont répartis partout sur le territoire. Peut-être 2-3 particularités de notre modèle commercial, dont on parlera avec plaisir tout à l'heure. Une première particularité, c'est que nous sommes des VRP au sens de prospection, création, évidemment, démarchage, mais surtout de vente à domicile. C'est un truc assez particulier. On a 2000 collègues qui font de la vente à domicile. Ça, c'est un peu particulier. Deuxième chose qui est peut-être un peu particulière, c'est nos horaires de travail, parce que c'est rare qu'à 2 heures d'après-midi, il y ait quelqu'un de disponible. Donc, on travaille plutôt le soir. On travaille évidemment le week-end. Voilà, donc c'est un métier aussi un peu particulier de ce point de vue-là. Pas de rendez-vous en visio dans la vente à domicile. C'est très, très rare. Très, très rare. Ça existe, mais c'est assez rare. Et peut-être une dernière particularité, dont, si on y reviendra, c'est que 100% de notre direction commerciale est issue du terrain. Okay. Donc c'est 100%, c'est la politique de la maison. Donc justement, sur le sujet, on y reviendra tout à l'heure, mais sur le sujet de l'ascenseur social, la plupart des fonctions viennent de la vente. C'est pas la plupart, c'est 100% de... Tout le monde vient du terrain, exactement, de la vente, exactement, et après progresse dans l'entreprise. Exactement. Bon, bah, tu pourras nous partager avec plaisir. tout cela. Samy, directeur général de Hertz France depuis cet été. Tu nous parles un peu de Hertz France? Oui, avant tout, merci Cyril, merci pour l'invitation. Merci de me donner l'opportunité d'être présent et bonsoir à toutes et à tous et à ceux qui nous suivent en ligne. Donc Samir Emili, effectivement, je suis directeur général de Hertz France. Je ne sais pas si je dois présenter Hertz France ou Hertz en tout cas, mais c'est un acteur majeur de la mobilité. On loue des véhicules légers, des véhicules utilitaires, des voitures thermiques, des voitures électriques. On est présent sur l'ensemble du territoire, en France et bien évidemment dans l'ensemble du monde, voilà, sur l'ensemble des continents. Voilà, pour ma part, donc 24 ans que je travaille chez Hertz, pur produit de la, comment dire, enfin, j'ai grandi dans l'entreprise, hein. Avant ça j'ai eu quelques expériences commerciales. Voilà, j'ai pu être commercial dans les assurances, dans les mutuelles et aussi un passage chez Century 21 hein, où j'ai vendu aussi des appartements. Donc, et puis après ça, j'ai rejoint Hertz France. Et voilà, j'ai gravi les échelons. J'ai commencé comme chargé clientèle et je reviendrai sur ma progression dans l'entreprise. Exactement, extraordinaire. Cédric, tu nous parles un peu de HP? Oui, bien sûr. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Merci aussi de m'accueillir. Donc, je suis Cédric Coutat, le président d'HP France. On va définir ce que c'est HP vite fait, parce qu'il y a encore beaucoup de confusion. On est, depuis 2016, on est une entreprise séparée. On était avec Hewlett-Packard avant. Maintenant, il y a une partie qui s'appelle Hewlett-Packard Enterprise, qui est toute la partie serveur. Il y a une partie qui s'appelle HP Inc., qui est toute la partie système d'impression et système personnel, les ordinateurs. On ne fait pas que ça. On a aussi des activités un petit peu plus annexes, mais on est dans l'impression 3D. L'impression 3D aussi bien métal que plastique. Et puis, si vous vous baladez dans Paris et que vous voyez sur des échafaudages des énormes posters pour cacher les travaux, la plupart du temps, plus d'une fois sur deux, c'est issu de technologies HP. Donc, on applique les technologies de l'impression sur bien d'autres domaines. Si vous voyez aussi des vêtements, maintenant, on est capable d'imprimer sur les vêtements. Donc, on va au-delà de juste
vendre des PC et des imprimantes. On est dans ce domaine-là. Et donc pour ma part, 24 ans aussi, donc je pense qu'on est rentré en 2000, 24 ans aussi chez HP. C'est facile à calculer du coup pour voir l'ancienneté. Bien, ben merci à vous trois de nous avoir rejoints, d'avoir accepté notre invitation. Pour commencer, alors la thématique de cette année du CIDE, c'est fonction commerciale, moteur de l'ascenseur social. Donc pour commencer, Samy, bon, Samy, on se connaît un petit peu depuis quelques temps. Et d'ailleurs, pour le dire, la première soirée où on s'est vraiment rencontrés, c'était lors des 90 ans du mouvement. Voilà, donc comme quoi DCF était fait pour nous, pour qu'on se rejoigne. Donc tu rentres il y a 24 ans. En intérim, je crois. En intérim, tout à fait. Tu es derrière le comptoir, donc tu fais de la vente. Je fais de la vente. Gare du Nord. Ouais. 24 ans plus tard, tu es nommé directeur général de Hertz France. Comment on fait? Comment on fait? On saisit toutes les opportunités, on y croit. Pour être très honnête avec vous, on se lève pas un matin en se disant je vais travailler dans la location de voitures et je vais faire ma carrière. Mais tout est question d'opportunité et le destin fait bien les choses, quelque part. Ouais, il n'y a pas de hasard. Donc si je suis rentré chez Hertz il y a 24 ans, c'était peut-être certainement pour finir, enfin pas pour finir, mais pour être là aujourd'hui où je suis. Mais voilà, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées entre mon époque où j'étais chargé clientèle et aujourd'hui où je suis directeur général. J'ai gravi les échelons, superviseur, chef d'agence, responsable d'aéroport, responsable de secteur, responsable ensuite du développement de marques. On a plusieurs marques, Dollar, Thrifty, on avait Firefly à l'époque. Et puis ensuite, j'ai pris la direction des opérations il y a 5 ans et j'ai eu l'opportunité de prendre ce nouveau poste de DG depuis le 1er juillet. Donc ça n'a pas été simple, mais voilà, ce qui ne tue pas rend plus fort, comme on dit. Et puis, pas vraiment d'obstacles, mais les obstacles, en fait, c'est les obstacles qu'on se met soi-même, en fait. Il faut croire en soi, il faut être curieux, il faut poser des questions, il faut s'intéresser à tout. La fonction commerciale est clé, elle m'a beaucoup aidé. Les opérations, mon passage en opération en tant que directeur des opérations a été clé aussi. Mon passage, quand j'ai dirigé l'ensemble des marques, Firefly, Dollar, Thrifty a été clé. Voilà, il faut se constituer un réseau, il faut être curieux, il faut toucher à tout. Voilà. Mais la chance qu'on a, c'est quand on est commercial et quand on est dans les opérations, c'est qu'on est un peu au milieu de tout. C'est le cœur du réacteur, hein, c'est-à-dire qu'on touche à tout. Bien évidemment, il y a les services supports qui sont là pour aider. Mais à partir du moment où on a des opérations, on a fait un peu de commerce, on navigue un peu dans tous les sujets. Et puis après, il faut poser des questions, apprendre, bien évidemment. La finance est extrêmement importante. J'ai dû aussi me remettre en question à un moment donné dans mon passage en opération. Quand je dis opération terrain, quand j'étais vraiment directeur de l'aéroport de Roissy, je me suis challengé et je me suis dit ok, bon, qu'est-ce qui ferait que je continuerai à progresser? Et j'ai toqué à la porte de l'ESSEC, voilà. Et je me suis challengé, j'ai fait une formation diplômante à l'ESSEC. C'était un cursus de 2 ans et qui m'a permis, comment dire, d'étendre un peu plus mon niveau de compétence et de connaissance pour continuer à progresser dans l'entreprise. Et ça a aidé, ça a aidé. Voilà, j'étais plus à l'aise sur certains sujets, plus stratégiques, plus high level, j'ai envie de dire. Et à partir de là, où j'avais la crédibilité opérationnelle, la crédibilité plus high level sur différents sujets, j'ai pu continuer comme ça mon ascension. Voilà. Est-ce que tu penses parce que ce matin, dans le cadre de la table ronde de Paris, on a eu quelques cas assez marquants de belles réussites, de gens qui sont partis vraiment de tout en bas et qui ont réussi. Ils disaient que l'état d'esprit, le mindset du commercial, de savoir toujours s'adapter à son client, d'être toujours curieux, de ne jamais s'arrêter, cet esprit de compétition était aussi un accélérateur par rapport à d'autres fonctions où on a moins cet état d'esprit de conquête et d'aller toujours chercher un peu plus. Ouais, je suis Est-ce que d'accord. est-ce que ça t'a aidé dans ta progression et dans la construction de ta carrière? Ça m'a aidé, oui, bien évidemment. Bon, le commercial, il a toujours la gagne, il a toujours envie voilà, quand il se fixe un objectif, c'est pas pour le louper, c'est pour l'atteindre. Et il s'y prendra enfin, il mettra tous les moyens en œuvre pour y arriver. Les moyens en œuvre, en respectant les valeurs, le respect, et ça c'est extrêmement important. On fait pas n'importe quoi. Et dès lors qu'on respecte ces valeurs et aussi qu'on a de l'engagement personnel et le support aussi est important, hein. Le support dans l'entreprise,
de l'entreprise dans laquelle on travaille est extrêmement important. Donc dès lors que vous avez différents éléments qui vous poussent, vous personnellement, et puis le support de l'entreprise, de vos collaborateurs, c'est important aussi de votre hiérarchie, vous y arrivez. Quoi qu'il arrive, vous y arriverez. Voilà. Merci. Merci Cyril. Alex, lorsqu'on a préparé cet échange, tu me partageais que Verisure, c'est 2000 commerciaux. C'est, attention, hein, écoutez bien, c'est recrutement de 200 commerciaux par mois. Bien évidemment, c'est un défi parce qu'aujourd'hui, c'est compliqué de trouver des commerciaux. Comment on fait pour trouver 200 commerciaux par mois et surtout, quel type de profil vous allez chercher? Voilà, c'est surtout ça. C'est pas forcément difficile. C'est une question de qu'est-ce Ouais, qu'on il faut recherche. quand même y arriver, hein. Et d'abord, je pense qu'il faut avoir une politique ultra inclusive. C'est à la fois le thème de ce soir, mais de façon générale, si on va les recruter en volume, l'inclusivité, c'est critique. Et donc, typiquement, nous, chez Verisure, on n'a pas du tout la culture du diplôme. Donc, on va recruter sur le savoir-être, et après, on va apprendre le savoir-faire. Donc ça veut dire que vous allez chercher des gens qui ont un état d'esprit Ah, et après vous allez les former. Oui, tout à fait. Alors, il y a des choses évidemment de base chez nous, c'est l'éthique, on est quand même dans la sécurité. Ça va être la persévérance, parce que c'est un métier de prospection qui peut être difficile. C'est le professionnalisme, la rigueur, la qualité de la capacité d'apprendre, parce qu'en fait, on a des playbooks très clairs, il faut savoir apprendre et pas juste être un peu fantaisiste. Voilà, donc il y a quand même évidemment des... Mais tout ça, c'est des critères finalement des soft, j'ai envie de dire, hein. Et donc notre process de recrutement est extrêmement industrialisé pour pouvoir faire ce genre de volume, hein. Mais avec toujours ce savoir-être d'abord, hein, et on apprendra le savoir-faire après. Donc vous avez, j'imagine, tout un parcours d'onboarding, d'intégration, Oui, alors bien sûr, alors ça des c'est méthodes de vente, puisque ce sont des gens qui ne sont pas forcément formés à la vente ou qui ont même une expérience de vente avant. Donc vous allez compenser ce manque d'expérience de vente par tout un parcours. Tu peux peut-être nous Oui, en parler? juste pour donner quelques exemples de commerciaux qui nous rejoignent, hein. Ça va être des anciens pompiers, des anciens gendarmes, ça va être un vrai commercial qui a eu un an d'expérience. On a des anciens boulangers, d'anciens personnes qui travaillaient dans la fonderie avant. Enfin, on a un peu de tout, c'est très très varié. Et justement, il n'y a pas de profil type pour avoir du succès, en tout cas chez nous, hein. Et donc, la clé, ça va être de comment est-ce que nous, on les monte en compétences. Et donc, la formation va durer à peu près 2 mois pour savoir si quelqu'un peut être vraiment compétent, hein, avec un mix de formation officielle, formelle, qu'on appelle la Verisure Academy, hein, où on va mettre les gens en salle et leur apprendre surtout le côté de vente, donc le playbook, la méthode de vente, hein. On va ensuite accompagner énormément, hein, et nous, le geste du chef d'équipe va être crucial pour montrer l'exemple, hein. Donc, c'est vraiment le maillon important, hein. Donc, c'est vraiment ce côté copier, apprendre de son supérieur, hein. Et après, on les remet au bout d'un mois en formation technique cette fois-ci, hein, car une des particularités, c'est que nos commerciaux sont aussi techniciens, hein, ceux qui installent les produits qu'ils vendent. Donc, voilà, une formation à la fois d'abord très commerciale, classique, hein, l'accompagnement, et après le côté technique qui est assez important aussi pour nous. Et au bout de 2 mois, en fait, on arrive à voir la progression assez rapide entre la première semaine. Alors moi, personnellement, je me suis nouveau dans la boîte, j'ai aussi évidemment fait cette formation, hein. Donc j'étais sur les bancs de l'école avec mes collègues. C'est Londres, alors. Et maintenant, c'est bon, pas de souci. Mais donc, il faut en effet, eh bien, ces 2 mois pour non seulement apprendre la théorie, mais la mettre en pratique tous les soirs. J'ai pas dit tous les jours, c'est tous les soirs, hein, c'est ça la réalité, hein, en étant accompagné. Et avec ce recul, donc 200 commerciaux par mois, est-ce qu'il y a un profil, une caractéristique, un état d'esprit, un caractère particulier que vous recherchez, où vous êtes aperçu qu'effectivement ces gens-là, c'est des pépites et ils ont un potentiel commercial qu'il va falloir travailler? Ou Alors, non, mais justement, c'est c'est quoi les intéressant, enseignements finalement? Parce que s'il y avait des critères, hein, et je suis sûr qu'on va parler peut-être IA après, peut-être, s'il y avait des critères il n'y a, clairs. il y a pas de table ronde sans IA en ce moment. Non. Mais si on allait avoir des critères clairs, on les utiliserait depuis belle lurette en fait. Et c'est qu'on n'a pas réussi encore à trouver les indicateurs évidents. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est regarder après qui a été évidemment performant, hein. Ouais. Et récemment, j'ai fait une table ronde dans une région près de Bordeaux, hein, avec 5 top performeurs, hein, et 5 low performers. Et j'ai trouvé ça fantastique parce que... Les stars et les bonnets d'âne, quoi. Donc on était à peu près le 29 du mois, et je me présente, et venais passer 1 heure avec le DG, et ils arrivent dans la salle, et le premier me dit bon, ça va durer combien de temps cette histoire, parce que moi j'ai mes ventes à finir pour le mois. Je dis, ah ouais, c'est quand même un peu rude comme entrée en matière, on ne se connaît pas encore, hein. Et en fait,
ce qui était très clair, c'est que les top performers, ils étaient ultra clairs sur leurs objectifs. Ils avaient envie de vendre pour gagner de l'argent, pour faire ci, pour leur projet personnel, pour l'hôpital, peu importe. Ils avaient tous un objectif ultra clair et il y avait une sorte de mission. Donc, focus. Extrêmement focus. Et ils savent pourquoi ils viennent travailler. Et après, on fait la même réunion avec nous, ce qu'on appelle les flops du mois. Hein. Et là, la réunion dure 2 heures et chacun des états d'âme de, je sais pas si ce C'est mois-ci. ce qu'on appelle les fameux tiroirs à excuses du commercial qui expliquent Ouais, pourquoi il n'a pas réussi. ah, non, mais c'est ça exactement. Et surtout, chaque fois, il y a une remise en question. Pas de clarté sur le pourquoi je me lève tous les matins. Voilà. Et donc c'est un peu ça pour nous, finalement, le plus grand déterminant, c'est est-ce que les gens ont un objectif très clair dans la vie ou pas. Alors ça, c'est une caractéristique, parce que être Oui, c'est capable vrai. d'être focus, de le rester, c'est un peu ce qu'on retrouve aussi dans les sportifs de haut niveau. C'est-à-dire qu'on l'a vu hein, cet été avec les JO, ce sont des sportifs, ils font pour la plupart des sports où ils doivent se préparer pendant 4 ans. C'est comment, pendant 4 ans, tous les matins, je me lève avec la même motivation et la même envie et j'y mets la même dynamique chaque jour C'est vrai. pour un objectif. Ça, c'est une caractéristique intéressante. Mais difficile à cerner en entretien rapidement. en début Ah de oui, parce parcours. que c'est dans la durée qu'on s'intéresse, Exactement. évidemment. Ok, merci Alex. Cédric, alors quand on a préparé ensemble, alors j'ai appris un truc, c'est quand même que la Silicon Valley, pardon, c'est pas fin des années 90 avec Microsoft, Apple, etc. Par contre, on avait dit qu'on ne parlerait pas d'Apple ce soir. Non, c'est vrai. Ah, non, mais je sais que tu regardes mon MacBook Pro depuis ce matin. Alors, non. C'est qu'en fait, la Silicon Valley, bah, c'est Monsieur Hewlett et Monsieur Packard Ouais, tout à fait. Ouais. qui ont lancé la Silicon Valley en 1939. 1939, ouais. En 1939. Dans un garage déjà, comme quoi Ouais. il y a des trucs dans les garages dans la Silicon Valley, hein, il faudra peut-être regarder. Et donc tu m'as parlé d'effectivement ce garage, et vous, pour garder cet état d'esprit un peu de conquête, de conquérant, vous avez gardé un truc qui s'appelle la règle du garage, et encore maintenant, vous avez une règle que vous entretenez et que vous chérissez au sein de l'ensemble des filiales dans le monde, c'est la fameuse règle du garage. Tu peux nous parler de cette règle du garage? Donc oui, HP a été fondé dans un garage par Bill Hewlett et Dave Packard, c'était en 1939. Et puis ensuite, ils se sont dit, le business marchait bien, on a besoin de grandir, donc on va aller dans des locaux un petit peu plus grands. Et maintenant, c'est devenu la multinationale qu'on connaît. Et quand ils ont déménagé dans les locaux, ils ont dit, on travaille super bien aujourd'hui, on a des méthodes de travail, on a des façons de travailler avec les collaborateurs, on doit absolument les garder. Si on les perd, on va perdre l'âme ou l'ADN de notre entreprise. Moi, quand je suis rentré il y a 24 ans, on nous donnait à tous les employés une feuille avec toutes les règles du garage que l'on devait suivre. Maintenant, ça s'appelle le HP Way. Ça résume en gros les règles du garage, mais on a gardé pas mal de choses. On a gardé la politique de la porte ouverte, même si on n'a plus de bureaux fermés, on est dans des open space, mais tout le monde a la possibilité d'aller parler avec tout le monde à n'importe quel niveau hiérarchique. Et ça, c'est super important. C'est super important pour les managers, pour les dirigeants, parce que ça nous permet de nous nourrir de ce que les gens sur le terrain voient, qu'est-ce qu'ils ont, quelles idées ils ont. Ça permet l'inclusion aussi, parce qu'on écoute la plupart des idées. Alors, on ne dit pas oui à tout ce qu'on nous demande, mais on écoute la plupart des idées. Et ça nous permet de rendre l'entreprise encore plus compétitive qu'elle n'est. Donc c'est vraiment des règles que l'on garde. On a des règles sur l'inclusion, sur la diversité, pour faire en sorte que tous les collaborateurs, les collaboratrices, quel que soit leur genre, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur orientation sexuelle, ils soient complètement à l'aise à l'intérieur de l'entreprise et ils puissent être dans l'entreprise comme ils sont dans la vie privée. Ils n'ont pas besoin de jouer un rôle. Des choses qui sont super importantes. Et la dernière chose une des choses importantes que l'on a gardées, c'est ce que Bill et Dave appelaient le No One Left Behind. Ils ne voulaient pas juste avoir un impact dans l'entreprise et pour les collaborateurs, ils voulaient aussi avoir un impact pour les communautés. Et en 1939, c'est quand même il y a très longtemps, ils ont dit on va donner l'opportunité à tous nos collaborateurs de faire du volontariat. Aujourd'hui, on l'a gardé HP Monde, mais également HP France. On donne 4 heures de volontariat par mois à nos collaborateurs pour aller faire du volontariat dans des associations sur leur temps de travail. On a structuré ça en France pour faire en sorte que ça soit simple pour les collaborateurs. On a décidé d'un certain nombre d'associations avec lesquelles on allait travailler. Et ce qui est assez intéressant, c'est que quand on a vraiment démarré, on était à 2000 heures par an. L'année dernière, on est passé à 7500 heures et cette année, on est à 8300 heures. Et les employés se retrouvent dans cette opportunité d'aller faire du volontariat. Ça donne du sens.
Ouais, exactement, ça donne du sens. Quand on parle d'inclusion, c'est ça, c'est comment est-ce qu'on a un sentiment d'appartenance à l'entreprise, comment les collaborateurs ont ce sentiment d'appartenance, et ça donne énormément de sens, ça résonne chez eux, ça leur donne aussi un bien-être, et plus les employés sont bien, moins ils ont envie de partir, et plus ils sont performants, plus ils sont productifs. Donc il y a beaucoup d'avantages à ces règles du garage, et encore une fois, qu'ils ont définies en 1939, et c'est des règles que l'on applique encore aujourd'hui et qui sont complètement à l'ordre du jour. Donc ça veut dire que ces règles du garage, qui ont presque un siècle, hein, qu'est-ce que toi tu retires comme bénéfice par rapport notamment aux entreprises qui peuvent être concurrentes, qui ont peut-être un peu plus de turnover, il y a un niveau de fidélisation plus important, il y a quoi? On- Il y a une capacité, puisqu'on parlait d'ascenseur social, il y a une capacité à rentrer comme vendeur et à progresser. Il y a des exemples, tu parlais ouais, nous, d'exemples on prend. de personnalités importantes dans le groupe qui ont profité de cette opportunité avec cette culture de la porte Ouais. ouverte et finalement de l'ouverture et on casse les barrières en fait. Mais c'est complètement ça. Alors, bon, pareil, je vais faire comme Samy, mais j'ai démarré à gérer des commandes. Donc, je faisais en sorte que les clients reçoivent leurs produits le plus Si rapidement tu as pris possible. l'ascenseur alors. Et du coup, j'ai utilisé cet ascenseur-là. On prend la plupart du temps l'exemple de notre PDG Monde. Il a démarré apprenti à Barcelone. Et il est aujourd'hui PDG de HP Monde. Donc, il a aussi pris un ascenseur social. Mais l'avantage de HP, à partir du moment où on a la volonté, où un collaborateur a la volonté de faire quelque chose, à partir du moment où il est prêt à relever des défis, il ou elle est prêt à prendre des risques, on peut atteindre tout ce que l'on veut dans notre carrière. Et HP met vraiment ça en valeur pour faire en sorte qu'on donne les opportunités à absolument tout le monde. On a une politique maintenant de prendre des apprentis à l'intérieur d'HP. Donc on prend en France une cinquantaine d'apprentis tous les ans. Ça nous permet de recruter des profils un petit peu différents. On parlait du métier de commercial, il a vraiment changé dans l'IT. On a besoin de plus en plus de gens techniques. Avant, on recrutait que dans les écoles de commerce. Maintenant, on recrute également dans les écoles d'ingénieurs pour apporter cette technicité. Et puis, ces apprentis, on les garde. Au bout de 2 ans, pour les meilleurs, on les intègre en CDD, puis en CDI. Et on a des exemples dans l'entreprise de gens qui sont issus de l'apprentissage et qui aujourd'hui performent bien. Et ça permet, pour revenir sur la discussion sur Verisure, c'est un peu pareil, ça permet de trouver les bons profils, trouver les bons mindsets, plus travailler sur le savoir-être que sur le savoir-faire, et après les modeler, entre guillemets, pour faire en sorte que ce soit des commerciaux, et pas que des commerciaux, mais des commerciaux géniaux. Et merci, c'est inspirant. On ne se doute pas qu'un groupe américain, international, une réussite comme ça, garde toutes ces valeurs-là du début. C'est intéressant. On parlait du coup de savoir garder les gens, d'avoir à garder cet état d'esprit du début. Parce que Verisure, c'est une best success story finalement. Ça fonctionne bien, vous développez, vous grossissez. C'est quoi les règles? Vous arrivez à recruter, vous en avez parlé, vous formez les gens, mais qu'est-ce qui fait qu'une fois que les gens sont intégrés, ils arrivent à faire carrière et à progresser dans l'entreprise? C'est quoi les règles d'or? Alors, vous n'avez pas les règles du garage, mais les règles d'or chez Verisure pour Je vais m'inspirer faire grandir les gens. de tes règles. Non, donc évidemment, Garage sécurisé, du coup. sécurisé, très sécurisé. Alors, le parcours de carrière, c'est primordial d'offrir des perspectives très claires, hein. Alors nous, on a aussi un exemple un peu particulier, c'est que notre directeur commercial, donc, qui gère nos 2000 commerciaux en France, a commencé chez nous alternant il y a 20 ans. Donc on a aussi cette Petit Samy. petit Samy peut-être, avec donc un peu cette histoire aussi un peu iconique. Et comme 100% de ces managers sont issus du terrain, il y a une voie très claire vers le haut. Par contre, et peut-être juste pour un peu temporiser, hein, on a aussi beaucoup de collègues qui sont ultra contents d'être commercial, ils sont ultra performants, ils gagnent très bien leur vie, le monde change tellement au niveau technologique que le métier change tous les jours, hein, et ils ne cherchent pas de mobilité particulière. Et donc moi, je respecte beaucoup déjà ce qu'on appelle nos vétérans, hein, qui sont experts, ultra performants et qui veulent juste continuer à faire un super job avec leur portefeuille de clients. Déjà, pas besoin d'essayer forcément de pousser tout le monde vers le haut. Après, on a évidemment des opportunités importantes de chef d'équipe, chef d'agence. Et ce qui est intéressant quand même, c'est que on a pas mal de collègues qui ont, on va dire, même pas la trentaine d'années, hein, qui gèrent une agence. Donc c'est probablement nous, 20, 25 personnes. Quelle responsabilité! Hyper loin du siège, peut-être à Limoges, tout seul avec 30 collègues. Ils recrutent, ils forment, ils gèrent leur PNL. Donc vraiment des très très belles histoires de croissance. Et donc ce côté opportunité
de monter assez rapidement, en fait, en étant jeune, ça plaît énormément. Et après, il y a aussi d'autres parcours du type formation, après revenir au siège, voilà, une offre de parcours assez large. On a à peu près un quart de nos effectifs chez Verisure qui changent de métier tous les ans. Donc il y a une énorme mobilité Changer de métier, c'est-à-dire ils changent de grade dans la fonction de vente grade ou ils ou passent à droite, dans à un gauche, autre voilà, un métier? peu tout. À la fois, on va dire latéral dans un autre métier ou vers le haut, hein. Et ce qu'on voit, comme c'est très dans la méritocratie, hein, ça crée une culture de la performance partout dans l'entreprise. Donc j'ai envie de dire presque l'ADN commercial réussit un peu à se transmettre dans les autres parties de l'entreprise. Ça, c'est super. Donc une culture de la performance, c'est ce qu'on recherche tous. Ouais. Comment on arrive à mettre en place une culture de la performance dans une boîte? Parce que 30 ans, 35 ans de travail. non, mais tu me parlais d'avoir aussi que chaque personne dans l'entreprise, parce que souvent les commerciaux sont très incentivés aussi dans la vente à Ouais. domicile, hein, on a cette culture, et puis dans nos métiers de vendeurs, on a des grands vendeurs qui gagnent pas mal d'argent et qui, ce matin, on en parlait dans la table ronde, c'est que la fonction commerciale, c'est un accélérateur de carrière parce on peut gagner dans certains métiers assez vite beaucoup d'argent. Je sais que c'est Hertz, il y a des systèmes de primes, il y a des grands vendeurs qui effectivement peuvent assez bien gagner leur vie. Ouais, Mais bien sûr. comment on arrive à modeler un système où une culture de la performance partout? Parce que chez vous, c'est pas que les commerciaux qui ont du Voilà, variable. donc si je zoome out des 2000 commerciaux vers les 4000 collaborateurs, hein, c'est vraiment une culture assez profonde. Et elle vient, je pense, de deux choses. Premièrement, hein, on arrive à saucissonner nos process pour que chacun soit responsable très clairement d'une partie d'un process. Et donc la responsabilité est ultra claire. Nous, on parle beaucoup, si j'utilise un peu une expression anglaise, de one neck, one medal, où tout projet est porté par une personne, toute responsabilité unique et non pas responsabilité diluée. Et le deuxième, je pense, élément critique, hein, Donc, du coup, on a une culture de l'individualisation des objectifs. les objectifs sont tous individualisés. D'accord. Et ben, partout, on parle même de la finance, par exemple, on parle des RH, etc. Et tout le monde, partout dans l'entreprise, a une part de variable dans son salaire, hein, qui est non négligeable, mais surtout qui dépend de sa performance propre, et non pas du variable d'entreprise, de est-ce que tout le monde travaille bien ensemble, c'est est-ce que dans ma contribution personnelle, j'ai été performant. Donc je pense un peu, je cite deux éléments ici qui me semblent importants dans cette culture partout de Comment on performance. fait pour garder un esprit d'équipe? On arrive à faire travailler les gens ensemble parce que le commercial tout seul qui va, j'imagine, taper aux portes, on l'imagine bien un peu individualiste, mais dans l'ensemble de les managers, il y a un travail d'équipe. Il y a un moment donné, Oui, on doit construire des projets ensemble. oui, complètement. Et donc là, je pense que c'est plutôt un autre élément de la culture qu'on recherche. C'est déjà la bienveillance profonde pour les individus, leur situation personnelle, toujours dans l'accompagnement positif, hein. Et après aussi, c'est vraiment cette culture de tous les jours, hein, comment est-ce que je peux réussir si je suis tout seul? Parce que ce sont des métiers qui sont plutôt durs, hein, surtout les commerciaux, hein, et ils savent qu'ils ils ne tiennent pas sur la longueur s'ils ne sont pas accompagnés. Eux-mêmes ayant été formés par un chef d'équipe en arrivant, ils créent des liens très très forts dans leur petite équipe. Et donc très rapidement, on leur inculque ce côté de, oui, ta performance individuelle compte, hein, mais tu fais partie d'une équipe à 5 et c'est grâce à cette équipe que tu as du plaisir tous les jours, que c'est de la bonne humeur, que prospecter c'est positif. Voilà, donc c'est l'esprit de l'équipe qui va faire que le job devient hyper positif. Des objectifs, mais un management qui Management entretient un esprit d'équipe. complètement. D'accord. Complètement. Peut-être autre point, c'est intéressant, c'est que on rentre tous commercial, donc on rentre commercial, et à un moment donné, on doit bifurquer, c'est-à-dire il y a le commercial qui reste commercial et qui continue à vendre parce qu'il vend bien et il évolue. Vous avez créé cette double possibilité de s'épanouir dans une carrière en devenant un grand vendeur, par exemple, et en pouvant évoluer sur le management. Comment on valorise? Parce qu'en France, quand on réussit, ben, on devient manager finalement. Si t'es pas manager, si dans le commerce t'es pas manager au bout de 10 ans, c'est que quelque part tu n'es qu'un vendeur entre guillemets, avec cette image sur laquelle on essaie de se battre nous au quotidien dans le mouvement. Mais comment on arrive à faire en Ouais, sorte que quelqu'un qui est senior, qui a 10, 15, 20 ans d'expérience, il se sente valorisé, reconnu et il soit heureux d'être toujours commercial avec des jeunes qui le managent par exemple? oui, alors là, je vais peut-être je vais très rapidement sortir de tout ce qui est je suis en performance depuis 15 ans, donc j'ai une très belle rémunération, qui n'est pas vraiment le sujet en fait. Le sujet, c'est une question de récognition, hein, de les petits éléments qui font que je me sens valorisé. Donc, on a beaucoup de programmes où on aura des étoiles, gold, platinum, non pas juste parce qu'on est bon vendeur, mais parce que
on est dans la durée des gens extraordinaires. Donc on est énormément dans la reconnaissance, dans les événements où on met à l'honneur tous nos vétérans qui, depuis des années, travaillent avec nous. Personnellement, Donc, dans ils le sont téléphone, reconnus, j'en ai- ils se travaillent avec les étoiles sur le... Oui, exactement. Ça, Et d'accord. ça peut être des choses simples. On a une politique évidemment de voiture pour tous nos commerciaux, mais eux auront une voiture différente parce qu'ils l'ont mérité. Non pas parce qu'ils sont anciens dans l'entreprise, c'est parce que c'est la performance régulière qui doit être reconnue. Et ils prendront donc un rôle un peu différent, qui est non seulement de commercial individuel, mais avec leur aura particulière. C'est eux aussi qui vont montrer l'exemple, qui vont montrer le geste au reste de la population. Et donc là, ils deviennent mentors assez rapidement, sans prendre la relation managériale. Ouais, ils deviennent mentors, donc ce sont des gens qui sont les sages, qui sont respectés, ils Ouais. ont toute la reconnaissance. Et donc, du coup, vous avez une fidélisation importante, vous avez beaucoup de turnover, ou les vendeurs, à un moment donné, très performants, ils restent chez vous, ou vous avez un peu ça bouge comme partout? J'ai pas de benchmark avec d'autres entreprises, hein, mais c'est comme partout. Tu parlais d'opportunités au début en disant bah, la vie est faite de plein d'opportunités, et ben, pour eux aussi. Et donc c'est à nous de s'assurer qu'ils sont heureux le plus possible chez nous, hein, et que même quand ils ont un coup de mou, ça arrive tous à avoir un coup de mou, hein, comment est-ce qu'on les accompagne pendant ce coup de mou, hein, pour pouvoir ensuite repartir de plus belle. Donc, Cédric, Alex, vous nous avez partagé le fait que la performance, elle vient aussi d'un état d'esprit, du garage, de la bienveillance et de la performance. Samy, tu es resté donc 24 ans chez Hertz. Pourquoi tu as choisi de rester? Et qu'est-ce qui a fait que tu as réussi chez Hertz? C'est quoi les valeurs? Qu'est-ce que tu as retrouvé chez Hertz qui a fait que tu t'es épanoui? Opportunité, inclusion, accompagnement. Ce que tu disais tout à l'heure, Cédric, il n'y a pas de barrière. C'est-à-dire que quelqu'un veut évoluer, on lui dit OK, vas-y, tiens, montre-nous ce que tu sais faire, et puis on t'accompagnera. Ça, c'est extrêmement important. Et puis peut-être un peu de sang jaune aussi. Euh, c'est ce qu'on dit hein, pour les. On est dans un métier de passion, on est vraiment des passionnés. Je veux dire, il y a des personnes qui ont 10, 20, 30, 40 ans d'ancienneté parfois hier. Alors tous les mois, on fait un town hall chez Hertz France que j'anime et on présente un petit peu les résultats du mois passé, les actualités du groupe et on célèbre aussi les réussites. Il y a des réussites commerciales, il y a des réussites aussi personnelles, d'ancienneté, ça c'est une vraie réussite. Euh, et hier j'ai célébré 4 personnes, 2 qui avaient 30 ans d'ancienneté, 2 qui avaient 35 ans. Donc ça aussi, ça montre que les gens qui travaillent chez Hertz France ont un vrai attachement à la marque, un vrai attachement au métier, de par les différentes facettes de l'entreprise. Alors c'est challenging au quotidien, c'est pas simple, mais on aime ça. Et puis après, il y a la culture d'entreprise. Tu disais que la porte ouverte, là, voilà, nous aussi, ça existe. Enfin, La on sait ce portière qu'on ouverte, fait, là, la du coup. porte ouverte. Voilà, il n'y a pas de barrière, on se tutoie, on discute, on s'accompagne. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de bienveillance. Et ça, c'est important. Je pense que le bien-être des employés dans une entreprise est clé pour la performance de l'entreprise, pour les résultats. Il n'y a pas que les résultats qui comptent, c'est clé bien évidemment, mais aussi le bien-être des employés. Et puis pour la partie vente, tout l'aspect service client. Vous savez, nous, on parle beaucoup de serve and sell. Voilà, c'est pas sell only, c'est serve. Et dans le serve, c'est servir. En fait, c'est l'expérience client. Je discutais avec un directeur des achats la semaine dernière, à un événement, qui reconnaissait en fait le bon travail de la commerciale, mais c'est pas la commerciale qui lui a apporté un bon prix, pas seulement, c'est aussi celle qui s'occupe de tous les à côté, la relation, les questions, la disponibilité, donc tout le service un petit peu tailor-made, j'ai envie de dire, qu'on donne à un client est extrêmement important. Il n'y a pas qu'uniquement une question de prix. Il y a tous les à côté. Voilà, c'est extrêmement important. Pareil au comptoir. Là, ça, c'est une commerciale grand compte, mais pareil au comptoir. Je veux dire, les clients, ils peuvent vous prendre des produits et services ou des surclassements. Ils peuvent le refuser aussi, mais la personne derrière le comptoir fera la différence. Le discours, pardon, l'accueil, voilà, plein de choses. Donc, c'est extrêmement important. Et tout ça, il y a des personnes qui l'ont naturellement, des personnes qu'on doit aider, qu'on doit accompagner, qu'on doit former. Il y a des refresh, tu disais tout à l'heure, parfois il y a des hauts, des bas, et voilà. Et bien sûr, parfois il faut un coup de boost, une petite formation, un petit refresh, un petit passage en agence, c'est extrêmement important. Le passage aussi de la direction qui va se déplacer en in situ sur le terrain pour discuter avec les équipes. C'est pas le siège d'un côté, les opérations de l'autre. C'est tous ensemble. On dit souvent one team, one goal.
C'est extrêmement, faut le faire. C'est pas uniquement des mots, c'est la réalité du terrain. Et il faut l'appliquer. Il faut appliquer ce qu'on dit. Ça, c'est extrêmement clé pour être crédible. Et je témoigne pour l'avoir vu sur le terrain, puisqu'on a l'occasion de se connaître bien avec Samy. Quand Samy arrive dans une agence, on sent qu'il y va régulièrement et qu'il est chez lui. C'est clair. Et c'est important. Mais c'est pas uniquement Samy. Oui, non, mais c'est Euh, l'ensemble. non, mais c'est l'ensemble. Par exemple, le comité de direction se tient au siège. Voilà. Tous les lundis, on a notre réunion de comité de direction. On le délocalise maintenant. Une fois par mois, on va faire notre comité de direction sur le terrain. Lundi prochain, on sera à Nice. Nice Aéroport, on a une agence, on a un Donc, comptoir, Nice, on a des Nice, bureaux. ils arrivent. On arrive. Mais les équipes sont importantes, sont au courant, elles sont ravies de voir le comité de direction venir à eux, en fait. Voilà, c'est pas uniquement des mails, du Teams, c'est venir aussi à leur rencontre, à domicile, j'ai envie de dire, chez eux. Et puis voilà, et puis on fera un tour comme ça de France. Donc après le tous les client mois. mystère, le COMEX mystère. Il peut venir à n'importe quel moment. On prévient généralement. Merci. Cédric, on parlait de bien-être au travail, d'épanouissement pour faire créer un terrain fertile pour que les collaborateurs s'épanouissent. Tu nous parlais d'une enquête Work Relationship Invest sur laquelle vous avez travaillé au niveau global monde. Je trouvais que tu peux nous en parler. Je trouve que c'est intéressant que tu puisses partager cette étude. C'est une enquête que l'on a fait, donc c'est le Work Relationship Index. Vous pouvez la voir sur le site HP. Elle a couvert 15 600 personnes dans le monde, dans 12 pays différents, dont la France. Et elle parle du bien-être au travail. C'est un baromètre du bien-être au travail. C'est chez tout ce que l'on appelle les knowledge workers, donc tous les gens qui utilisent leurs capacités cognitives, donc les commerciaux sont inclus là-dedans, dans le travail. Et on a commencé à la faire en 2023, on a fait une nouvelle édition en 2024 et on fera une édition tous les ans. Et quelque chose qui était extrêmement choquant dans la première version, c'est qu'on a uniquement 28% des knowledge workers dans le monde, 28%, qui disent j'ai une relation saine avec mon travail. Et en France, c'est 21%. Et toujours un petit peu plus pessimiste que le monde entier, mais 21%. C'est pas une grosse différence en fait. Ce qui veut dire qu'une personne sur 5 dit j'ai une bonne relation, donc 4 personnes sur 5 disent je n'ai pas une bonne relation avec mon travail. C'est déprimant ça. Et ça, c'est déprimant, c'est un énorme problème. Et quand on regarde les raisons, il y a plein de raisons, mais une des raisons, c'est aussi l'inclusion, l'autonomie, faire en sorte que j'ai le ressenti que ma ligne hiérarchique me fait confiance, me donne des opportunités de prendre des décisions et de manager au jour le jour mon job moi-même. Et quand on a préparé, on en parlait, nous, quand on est rentré en période de Covid, pour HP Monde a décidé de reprendre toutes les décisions au niveau mondial et d'avoir le moins de décisions possible dans le pays. Et là, on est en train de repartir complètement en arrière parce qu'on s'est aperçu que c'était sûrement la bonne chose à faire durant Covid. C'était une période assez spéciale. Ouais, période de crise, Donc c'était une période de crise et notamment pour l'IT où tout le monde voulait absolument s'équiper. Donc c'était une bonne décision à prendre à ce moment-là. Maintenant, on est en train de revenir en arrière où on redonne de l'autonomie à nos commerciaux, on redonne de l'autonomie dans les pays pour faire en sorte que n'importe quel commercial devant un client soit capable de prendre une décision et n'ait pas besoin d'appeler son responsable commercial ou son manager et ainsi de suite, que lui, sur le terrain, soit capable de prendre des décisions. Donc c'est une des choses qui est ressortie du Work Relationship Index. Il y en a d'autres, notamment l'attente sur l'intelligence artificielle. Il y a tout un tas d'enseignements sur ce Work Relationship Index qui sont vraiment intéressants. Et ça a été fait, pas chez HP, ce n'est pas des employés HP qui ont répondu, c'est tout type d'entreprise confondue. Tu as prononcé le mot intelligence artificielle, donc tout le monde se dit. Du coup, on y reviendra tout à l'heure puisqu'on va lancer une enquête dans le cadre de DCF Lab. Donc, on aura notre part d'IA ce soir. Avant de terminer, messieurs, l'idée de cette thématique ce soir, c'était de parler de comment la fonction commerciale est un accélérateur de carrière. Ce matin, moi, j'ai été très marqué par Sarah, qui est une manager commerciale, qui a commencé vraiment au bas et qui a expliqué, qui nous disait, voilà, les sociologues expliquaient qu'en fait, on mettait 6 générations pour passer d'une classe ouvrière à une classe de cadre supérieur et qu'en fait, avec la fonction commerciale, on peut y arriver en une seule génération. C'est un accélérateur de carrière. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et je vous laisse peut-être un dernier mot à chacun par rapport à cette réflexion. Est-ce que vous êtes d'accord et qu'est-ce que ça évoque pour vous?
Ouais, oui, je suis assez d'accord. Maintenant, je pense qu'il y a aussi une part de la personne. Et j'ai vraiment la croyance qu'à partir du moment où on veut faire quelque chose, on peut le faire quelque chose. Si on s'en donne les moyens et si on a la volonté, on va y arriver. Mais c'est vrai que la fonction commerciale va être un accélérateur. Et un mot sur la partie accélération de carrière, et tu en as parlé tout à l'heure, on a eu trop tendance à dire à partir du moment où une personne performe bien, elle va devenir manager, parce que c'est la Et récompense le vrai ultime. sujet. Et en fait, manager, c'est un vrai job. Et il y a plein de gens qui n'ont pas ni la volonté, ni les capacités d'être manager, et pourtant qui sont des experts dans leur métier. Et je pense qu'il faut de plus en plus ne pas forcément pousser et dire la réussite, c'est quand tu deviens manager. C'est pas ça la réussite, en fait. Et la réussite, ça peut être de rester contributeur On individuel, peut s'épanouir en tant que commercial. exactement, juste de s'amuser et de se plaire dans son job. Je suis assez d'accord, c'est la personne qui fait la différence en fait, hein. Après, commercial, ça aide sans aucun doute. Mais il faut se fixer des objectifs dans la vie, faut s'y tenir. Et puis dès lors qu'on a un objectif, hein, il y a une phrase que j'aime beaucoup, hein, de Sénèque qui dit il n'y a pas de vent favorable à celui qui n'a pas d'objectif. C'est-à-dire que si on ne se fixe pas d'objectif, voilà, on va naviguer, puis on va naviguer, on sera là, on sera ailleurs. Et puis, alors que si vraiment on se fixe un objectif, il y aura des vents favorables qui vont vous pousser parce qu'il y aura un certain nombre d'éléments positifs qui vont vous aider à le faire. Et puis, c'est la personne qui fait la différence. Voilà. Je vais rebondir là-dessus, hein, pour dire qu'en fait, l'objectif dont on parle, moi, ce que je vois, c'est que pour l'ascenseur social, souvent, c'est pas l'ascenseur social pour soi, mais c'est l'objectif pour ses enfants, pour sa famille, hein. Et je trouve que c'est le plus puissant des moteurs, hein. C'est pas forcément une génération, mais c'est tout faire pour que la génération d'après, hein, ait plus d'opportunités dans la vie. On se lève le matin et qu'on regarde ses enfants, on sait pourquoi on va travailler. Merci messieurs, merci pour ce témoignage et toute la richesse. Pour terminer ce webinaire, donc on va parler maintenant d'une initiative que nous allons lancer dans le cadre de DCF Lab. Je vais donc accueillir Pedro, qui est directeur commercial de HP France, et Romain, des caisses d'épargne. Messieurs, bienvenue. Donc on va parler d'IA. Donc là, on va présenter effectivement une initiative. Alors, vous avez l'image de notre Jean-François Lascou préféré, international même, pour ceux qui le connaissent. Jeff a lancé une initiative, un pilote, dans le sud-ouest, dans certaines associations, avec des soirées DCF Lab, où il a fait une enquête et l'objectif était de pouvoir mesurer le niveau de digitalisation de la fonction commerciale et des entreprises locales, pour voir est-ce qu'on parle d'IA, on parle de transformation, on parle d'inbound, on parle d'automation, est-ce que les entreprises en région, en France, à Paris, les petites entreprises, les moyennes et les grandes, quel niveau de digitalisation? Alors, on ne parle pas que d'IA, hein, on parle de savoir quels sont les devices, quels sont les outils qu'ils utilisent, quels sont les supports qu'ils ont, les CRM, etc. Donc, on a lancé une étude globale. Ce qui est intéressant, c'est que derrière, on a pu avoir des retours et de pouvoir ensuite faire des ateliers au sein des associations de réflexion pour voir que chacun puisse mesurer son niveau de digitalisation par rapport aux autres et par rapport à tout ce qui existe pour qu'on puisse accompagner l'ensemble de nos membres à prendre ce virage digital et à aller dans cette transformation. Donc, avant de parler un peu plus de ce qu'on va essayer de faire tous ensemble, les caisses d'épargne, pourquoi vouloir être acteur de la transformation digitale de la fonction commerciale? Alors, merci pour l'accueil, bravo pour l'introduction, parce que tu as quasiment déjà tout dit, et probablement déflorer la totalité du C'est sujet. un vrai bravo Ouais, ou c'est, j'ai non, non, tout je dit plaisante. Non, je plaisante. Non, juste, pourquoi? En fait, c'est assez simple. Bon, je vais juste rapidement Oui, quelques mots quand me même. présenter. Donc, Romain Rambaud, moi, je suis en charge du marché entreprise des caisses d'épargne. Et à titre d'information, caisses d'épargne, c'est 15 caisses d'épargne sur tout le territoire domestique et outre-mer. C'est 110 centres d'affaires, c'est 400 chargés d'affaires, avec une empreinte territoriale importante. Et ce que l'on voit, et ce que l'on sent, et ce que l'on ressent, et c'est pour ça qu'on a eu un intérêt particulier sur cette étude, c'est que nous, on est moteur des transitions. Alors, effectivement, quand on parle de transition aujourd'hui, on parle de transition environnementale, le green, et ainsi de suite. Et c'est vrai qu'on oublie, on occulte probablement trop souvent tout ce qui est transition digitale, numérique.
On entend énormément souvent, je pense que tu as raison, on parlait du green il y a 2 ans et là en ce moment il n'y a pas une table ronde, on n'a pas d'IA. Et en fait le constat et ce qui était hyper intéressant notamment dans les premiers retours de la démarche qui a été partagée, c'est l'hétérogénéité qu'on peut ressentir, que ce soit au niveau territorial, effectivement, bon, alors, tout ne se passe pas à Paris, mais il y a des territoires un peu partout en France qui sont très dynamiques sur le sujet, d'autres beaucoup moins, selon la taille d'entreprise. On n'est pas dans une caricature, les gros sont très forts, les moyens un peu moins et les petits pas du tout. Il y a quand même pas mal de distinctions. Et derrière aussi selon les secteurs d'activité. Et je pense qu'en fait, tout l'intérêt qu'on y voit derrière tout ça, nous, c'est, bon, certes, accompagner ces transitions, ça nécessite des financements parfois très importants, mais c'est aussi, je pense, si on rapporte un petit peu à la fonction commerciale, c'est qu'on se rend compte que tous ces outils bien utilisés, à bon escient et bien investis, sont des énormes relais et leviers de croissance pour, libérer du temps commercial, et donc, derrière, générer plus de création de valeur. Et je pense que c'est un peu la dynamique qu'on entend, et en tout cas celle qui est ressortie, je pense, de nos premières réflexions, en tout cas, et qu'on sera heureux, je pense, de partager et de travailler au regard des différents ateliers qui seront mis en place partout. Merci Romain. Plaisir. Donc là, on a eu la parole du financeur. Oui. Maintenant, on va laisser la parole aux fournisseurs. Donc HP, bon, c'est évident, on se dit, bah voilà, HP, transformation, digitalisation, vous êtes au cœur du sujet, mais pourquoi le faire, puisque vous êtes membre, vous êtes partenaire et membre et vous vous impliquez dans le mouvement DCF. Merci pour ça et merci pour cette confiance, mais pourquoi le faire sur la fonction commerciale? Qu'est-ce qui vous motive là-dedans? Bah, merci à mon tour d'être parmi vous et de cet événement. Pour moi, c'est ma première, pour tout vous dire, effectivement, adhérent bisutage tout à au l'heure, alors. DCF, voilà, la bisutage tout à Je l'heure. vois que tu n'as pas ton, je vois que t'as pas ton, Eh ton non, petit pins. Moi eh non non. plus. Bon, alors, ça Alors, va, je suis pas le mauvais élève. ça y est, je suis mort. Je Rodolphe, suis si pas tu le mauvais m'entends. élève. Et effectivement, bon, vivre cette journée, déjà, c'est une expérience très appréciée. On a pu échanger autour de sujets qui sont aussi importants au-delà de l'équipement informatique pour nous chez HP. Donc moi, je suis Pedro da Gloria, je gère les équipes commerciales indirectes au sein d'HP France, puisqu'on travaille avec à peu près 3000 partenaires au travers de la France qui distribuent l'ensemble de notre portefeuille produits, services et solutions. Et effectivement, on nous a proposé, on a eu l'honneur d'être en partenariat sur cette étude. Lors du premier rendez-vous, ce qui m'a tout de suite plu, c'est le côté pragmatique que partageait un peu Romain à l'instant. C'est le fait de partir vraiment du terrain. Partir vraiment du terrain pour s'adapter à la typologie d'entreprise, à la typologie de secteur d'activité, et aussi comprendre finalement les écarts qui restent à combler sur la partie transformation digitale, qui est un mot qui a été énormément galvaudé, et l'IA aujourd'hui vient là-dedans un peu comme un accélérateur. Notre objectif, il est clairement de comprendre finalement l'état à travers cette étude sur les adhérents, de voir finalement à travers des ateliers peut-être partager de l'expérience, partager aussi des bonnes pratiques. Nous, en tant qu'HP, peut-être mettre certaines compétences à disposition des entreprises qui souhaiteraient finalement rentrer sur des sujets qui accéléreraient la productivité commerciale. Donc à travers cette étude, comprendre et puis mettre en place des ateliers. Et effectivement, tout à l'heure, Cédric qui parlait de cette étude dont j'ai oublié l'index de relations au travail, pour la faire en français. C'est beaucoup plus Merci simple de pour nous tous. franciser. Hein, voilà. L'index de relations au travail. Et en fait, beaucoup de commerciaux, mais beaucoup d'utilisateurs en général, 74% d'entre eux veulent être équipés des dernières technologies, veulent utiliser l'IA, avoir des solutions qui sont performantes pour être plus productifs. Une des raisons aujourd'hui de l'insatisfaction, c'est justement le fait de perdre du temps avec des outils qui sont vieillissants ou des outils qui ne sont pas adaptés à des nouveaux usages. Et à travers cette étude, comprendre et venir avec des solutions à travers des experts, c'est aussi un bon moyen finalement d'accompagner cette transformation digitale qui est clairement clé maintenant sur les attentes des entreprises.
Et c'est intéressant parce que c'est vrai qu'au début, quand l'IA est arrivée, la transformation digitale, tous les grands organismes d'études, BCG, expliquaient que la fonction commerciale allait disparaître, qu'on allait vendre en ligne, que l'IA allait tuer le commercial. Il n'en est rien. Il en est rien. Et au contraire, hein, on a fait une étude l'année dernière avec le CSA sur la perception de la transformation digitale vue par les commerciaux. Et on s'aperçoit que les commerciaux, ils voient l'IA et le digital non pas comme un ennemi, mais comme un allié, pour justement les soulager de toutes ces tâches rébarbatives qui leur font perdre du temps. Aujourd'hui, un commercial, c'était le directeur marketing de Microsoft qui nous disait qu'un commercial aujourd'hui passe 32% de son temps à faire de la relation client. C'est même pas du face-à-face, hein, c'est à passer du temps pour ses clients. Le reste, il est en interne et il ouvre à peu près, il a 11 outils digitaux sur lesquels il travaille en moyenne. Donc ça veut dire que l'IA va permettre, notamment l'IA, d'accélérer les processus. On a des outils aujourd'hui qui permettent de pouvoir faire des scripts et de automatiquement, après un entretien, une visio ou même un échange, d'aller directement remplir le CRM. On n'a plus besoin de faire le compte-rendu. Enfin, on a un accélérateur et les commerciaux voient l'IA comme un allié, un moyen d'aller faire encore plus de relations clients et de travailler un peu plus ce pourquoi ils sont faits, c'est-à-dire d'aller créer du lien et du service auprès de leurs clients. Donc on va lancer cette étude, on va la lancer là assez rapidement sur le début de l'année. On a un objectif de faire une restitution et de présenter cette étude au mois de juin. On va organiser le Working Day en 2025 à Lyon. Donc on fera la première restitution et après évidemment il y aura tout un déploiement et au sein des différentes associations qui pourront mener des soirées et des ateliers autour de cette étude. Peut-être une question avant de nous séparer. On est au mois de juin. Cette étude, elle est réussie pour vous. Pour quelles raisons vous allez vous dire que l'étude est réussie? Romain, tu commences? En fait, Pour c'est toi, toujours pourquoi elle difficile sera parce que réussie? tu sais, c'est comme la question qu'est-ce qu'on c'est- fait Passe ta commande, comment on passe sait ta commande, on est là. Non, c'est pas le propos, mais tu sais, c'est une question qu'on entend souvent. C'est quoi une bonne idée, quoi? C'est quoi une étude réussie? En fait, on le saura qu'à la fin. Donc en Merci. fait, Moi, je pensais que tu allais nous aider. Je vais pouvoir vous aider. Non, mais en fait, je pense que Pedro l'a dit, il y a un constat qui est très important, c'est qu'aujourd'hui, il y a énormément de dynamique de communication, l'IA. Enfin, déjà, il faut éprouver les outils. Je pense qu'on les utilise avec une hétérogénéité assez importante les uns les autres. Je suis pas persuadé qu'on les utilise toujours à bon escient. Et en fait, il y a ce besoin de faire un petit peu le constat et le bilan de ce qu'il y a, de comment on va l'utiliser, des investissements nécessaires, parce que c'est assez coûteux, et c'est parfois pas toujours adapté aux besoins de la personne Ça change finale. vite, parce que le Ça nombre évolue extrêmement d'outils vite. qui arrivent, qui disparaissent et qui C'est sont ça. obsolètes au bout de 6 mois, alors qu'on a C'est investi ça. et qu'on a formé tout le monde. Voilà, donc il y a tous ces besoins de questionnement. Et moi, en fait, où j'y vois un intérêt profond, c'est qu'effectivement, ce bilan et ce constat, c'est aussi de se dire, au travers de ces études et ces informations, c'est aussi un guide qu'on va pouvoir avoir. Moi, je me positionne en tant que financeur. Si demain, j'ai quelque chose qui me permet d'avoir un regard critique sur tel ou tel outil, et donc tel ou tel investissement qu'une entreprise, peu importe sa taille, va pouvoir faire, moi, quand j'accompagne quelqu'un dans un financement, cet investissement, s'il n'a pas de valeur ajoutée derrière, au final, je ne serais pas vraiment gagnant. Donc, c'est ça qui, à mon sens, va être un vrai levier, un véritable intérêt. Ça va remettre aussi en lumière le sujet et ça permet, comme tu l'évoquais aussi, d'orienter notre énergie vers nos véritables besoins qui sont créer de la valeur, faire du business et donc se dégager un maximum de temps pour ça. Et donc, moi, il y a un terme que j'aime beaucoup, hein, que ce soit la transition digitale, l'IA, c'est un compagnon. Hein. C'est un compagnon de notre quotidien. Et puis, on aura d'autres choses dans 5 ou 10 ans. Hein. Mais voilà un petit peu pourquoi, enfin, ma vision des choses et ce qui me fera dire que oui, on a réussi notre coup. Merci. Pedro. Donc même question. J'imagine. Après, tu peux répondre à une autre si tu as une réponse. Si tu as envie de dire J'imagine autre qu'on n'a chose, pas, tu le peux droit- pas le droit de profiter. dire qu'on veut équiper tout le monde en Non, HP financé par Caisse tu d'épargne. n'as pas le droit de dire, non, Je tu n'as pas le droit de dire. Non, Eh, c'est ça, bien sûr, c'est un très Ça s'appelle une technique de manipulation C'est ça. conversationnelle. Bien Non, joué. J'ai envie, enfin,
Moi, je dirais que si à la fin de cette étude, certains adhérents du mouvement s'identifient peut-être sur finalement ce qu'on en tire comme constat, et peut-être identifient un ou deux projets qui sont pour eux plutôt transformationnels de leur activité, de leur process métier, et qu'on est capable de les accompagner peut-être avec des solutions, je pense même hyper simple à mettre en œuvre, parce que ça sera le sujet finalement à la fin, parce que la transformation digitale, ça peut aller très loin, et on parlait d'investissement à l'instant. Je pense qu'ils identifient quelques approches transformationnelles de leur entreprise pour rendre plus productifs des commerciaux, certainement, puisque c'est notre raison d'être ici, mais leur entreprise au global. Je pense que là déjà, on aura franchi à pas, même sur des choses extrêmement simples, sans aller faire la guerre des étoiles. Je pense que ça sera une vraie réussite. Merci. Merci messieurs. Et donc on se retrouve très vite pour DCF Lab dans les associations. Eh bien nous avons fini cette soirée. Alors avant de terminer, déjà je voudrais quand même remercier Anas et toute l'équipe technique. Alors j'ai oublié les prénoms, mais ils se sont activés depuis ce matin très tôt à la CCI, et on peut dire que c'est une belle réussite. Quand on a décidé avec Jean, on s'est dit tiens, on va faire un multiplex. J'ai cru que Anas allait se décomposer. On y est arrivé, bravo. Bravo, t'as assuré. Et puis à toute l'équipe aussi, à Margot sur le terrain, à Antoine, à Élise qui a piloté ça, à Donia, toujours là aussi. Donc bravo à l'équipe de la fédération, beau travail. C'était la deuxième journée du talent commercial. Il y en aura une troisième, et la troisième, ce sera le 6 novembre. Donc notez dans vos tablettes. Préparez le calendrier 2025. Le 6 novembre, on se retrouve pour le 3e CID avec toujours plus de choses, toujours plus d'événements, et on va essayer d'être toujours encore un peu plus visible. Donc bonne soirée à ceux qui sont dans les associations et qui vont continuer. Nous, on va partager avec les nouveaux présidents de région une soirée conviviale, comme on sait le faire au DCF. On va aussi faire, voilà, c'est aussi une dernière soirée, puisque Françoise, tu vas faire ta dernière formation des présidents d'associations, donc c'est une dernière, donc on va essayer de la faire bien. Et Fabrice, je compte sur toi pour faire en sorte que ce soit une belle journée. Donc bonsoir et bonne soirée à tous, et on se retrouve très vite le 31 janvier pour l'Assemblée Générale. Au revoir et bonne soirée.